Salut à tous. Cette valeur technique m'obsède depuis mon plus jeune âge. L'action des cordes. Alors voilà quelque chose qui m'a traumatisé, m'a fait massacrer certaines de mes guitares. J'ai eu 200... j'ai prêché 200 églises là-dessus. J'ai fait partie de l'école plus c'est loin, mieux c'est. L'école plus c'est près, mieux c'est. L'école plus c'est mieux, plus c'est gros, mieux c'est, plus c'est petit. Enfin, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Et encore aujourd'hui, ça me prend le chou. Mais je vais quand même vous partager quelques-unes de mes découvertes, relatives, hein, bien sûr. Là, c'est pas bien, c'est assez simple à comprendre, et de mes réflexions. On va voir ça ensemble. Alors, déjà, avant toute chose, toucher à une guitare, hein, c'est pas non plus de la pétrochimie, donc ça devrait aller. Mais vous pouvez faire des opérations irréversibles ou onéreuses à réparer. À savoir le tant redouté truss rod, où on a l'impression que c'est de la dynamique ou de la nitro, et si on touche trop, ça nous pète à la gueule. Effectivement, si on met trop de tours, on peut finir par foirer son manche ou quoi que ce soit, mais il faut vraiment bourriner. Donc ça a été dit partout, il faut y aller lentement. Voilà. Après, c'est des guitares généralement les guitares supportent quand même de la tension. Il y a plusieurs kilos de tension dans les cordes, donc c'est pas du cristal hein, ni du verre. Voilà. Le travail des frettes, des rabots à rehausser, j'en ai pas encore vu. Hein, même si je pense qu'il y en a qui en ont cherché longtemps. Oui, c'était une blague qu'on faisait aux jeunes, aux jeunes apprentis de 14 ans, on leur demandait d'aller chercher le rabot à rehausser. Ou moi, quand j'ai fait mes premières armes en tant que serveur, on me demandait d'aller chercher des sauts de vapeur. Quand tu as 15-16 ans, que tu es un peu neuneux et que tu réfléchis pas trop, tu cherches comme un con. Voilà, bref. Donc effectivement, il n'y a pas de rabot à rehausser, donc tout ce que vous enlevez, ça ne reviendra pas, donc il faudra remplacer. Donc c'est pour ça. On ne fait que si on sait faire. Il y a des gens qui sont formés à le faire. Il y en a d'autres qui sont moins formés, mais qui peuvent mal le faire. Donc c'est pour... Alors, si vous voulez, en fait, c'est pour ça que moi j'ai fini par m'y mettre. C'est parce que je suis allé, comme tout le monde, voir des luthiers. Ou des luthiers, je vais un peu affiner le terme, des gens qui fabriquent de la guitare, parce que pour moi je laisse luthier aux gens qui font de l'acoustique, mais il y a plein de gens qui fabriquent des instruments hein, et qui savent faire. Voilà, il y en a qui savent très très bien faire. Moi, plusieurs fois j'ai été déçu parce que ce qui se passe, c'est que l'action parfaite, c'est quelque chose qui est comme ses slips. C'est vraiment personnel. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui préfèrent porter à gauche, porter à droite, du large, du serré, du remonte, du qui écrase. Et bien là, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que ce qui va pour moi ne va pas forcément pour les autres. Même si on va voir ensemble après, il y a quand même des choses qui... Voilà, il y a quand même plus loin des tangentes. Donc, je suis allé voir plein de fois des luthiers, des gens qui m'ont réglé les choses, qui m'ont fait des frettages, et systématiquement, il y avait une action qui était assez forte, assez haute. Pour la bonne et simple raison que quand tu fais ça pour quelqu'un que tu ne connais pas, puisque ces gens-là ne sont pas mes guitar tech, hein, j'ai pas de guitar tech d'ailleurs, eux, ils doivent faire du standard. Donc le standard, c'est une guitare qui ne frise pas. Je vais vous dire un truc, si un luthier vous donne une guitare qui fait ça, il y a 90% des gens qui vont lui remettre la guitare dans la gueule. Pour moi, elle est parfaite. Donc voilà, donc ils sont obligés d'avoir quelque chose de standard, donc ils font, voilà. Et après, il y en a beaucoup aussi qui, par un fretage bourriné et mal fait, du coup, sont obligés de lever les cordes pour pas avoir des cordes qui se bloquent et qui frisent exagérément. Donc vous l'aurez compris, l'action, c'est avant tout un compromis. C'est un compromis, chose due, comme dirait Coluche, c'est un compromis entre la frisottie, on ne parle pas du je frise, hein, le claquage de la corde et le sustain. Et entre votre manière de jouer. Puisqu'effectivement, des cordes loin du manche vont pouvoir respirer, vous allez pouvoir attaquer comme un porc, un sagouin. Les cordes vont avoir une amplitude pour vibrer énorme, avec d'autres problèmes qui vont arriver, c'est qu'au bout d'un moment, quand vous attaquez des cordes trop fortes, vous allez remarquer des petits problèmes de justesse arriver. Toujours, hein, le trop est l'ennemi du bien, donc si vous attaquez trop fort, vous allez voir la corde va faire de trop grande amplitude, et il va y avoir un problème de justesse, vous savez, les cordes elles attaquent un peu trop aiguës, ça redescend comme ça.
Et plus vous baissez les cordes, automatiquement, plus vous devez avoir une attaque contrôlée, voire même légère. Alors, je vais vous montrer ma Ferrari. Voilà, celle-là. Hein, guitare qui est connue maintenant. Pourquoi c'est ma Ferrari? Parce que c'est celle avec laquelle j'ai réussi à descendre l'action la plus basse. Et elle est, je pense, assez basse. Je vais vous le donner maintenant, on va pas faire le... Voilà, alors ça c'est une règle. Je ne sais pas si on va bien la voir à la caméra. C'est une règle en fait avec plein de mesures qui permet de mesurer l'action. Et ici vous avez en inch et là vous avez donc en millimètres. Et donc ça permet de voir, en glissant ça entre sa corde et la 12e case, il y a une petite jauge de couleur et la corde, on mesure bien le haut de la 12e fret avec le bas de la corde. Et donc ça permet de voir et de se dire tiens on est à temps. Je vous donne celle-là. Donc je suis à la 12e case, je me mets en millimètres. Et la grosse corde est à 1 mm, à peine plus, vraiment à 1 mm. Donc c'est déjà assez proche. Et la petite corde, alors là, je vous dis c'est ma Ferrari. Je suis à 0,70, 0,75 mm, même pas 1 mm. J'ai jamais réussi à obtenir ça. Pourquoi avec cette guitare j'ai pu obtenir une action aussi basse? Eh bien, il y a un paramètre qui est simple, en fait, je vous montre. Ça semble con, mais c'est mieux quand on le dit. Ça, c'est la touche de mon manche vue comme ça, en fait, si vous voulez. Hein, voilà, vue à plat. Ça, c'est la touche de mon manche. Donc j'ai bien les 6 cordes qui partent comme ça. Si mon manche est plat, quand je fais un bend, donc j'appuie, la corde se déplace, je ne rencontre pas d'obstacle. Par contre, les diapasons à 7,5 et vintage à la Fender, bien, j'exagère, hein, qui sont comme ça, j'ai donc les cordes qui suivent le rond du manche, on est d'accord. Eh bien, la petite corde, automatiquement, si je fais un bend et que je la déplace, elle vient rencontrer le manche. Donc, c'est un paramètre essentiel dans l'action de la corde. Et donc, il faut se poser une question quand on achète une guitare dès le début avec ça. Si j'aime une action ultra plate, je dois renoncer mécaniquement aux touches très radicées. Je dois avoir une touche plate. Vigier avait sorti une Shaolin Edition qui avait donc un radius totalement plat. Celle-ci, de souvenir, on est sur du 22 ou du 24. Autant dire que c'est plat. Effectivement, quand on regarde dans l'axe de la guitare, c'est infime. Donc, ça permet de baisser les cordes et de toujours pouvoir faire des bends sans que la corde soit arrêtée par le rond de la touche. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Deuxième élément qui rentre en compte, le sillet. Le sillet, moi, j'ai une manière de mesurer si mon sillet est bien. C'est pas visuel, c'est auditif. Je frette la 3e case et je tapote à la première. J'entends juste tapoter la frette sur la corde. J'ai quasiment rien. Ça touche quasiment. Mais ça touche pas, parce que si ça touchait, ça ferait rien. Il y a vraiment tout petit bruit. Et c'est la même chose, bien sûr, sur les 6 cordes. Donc, élément très important, il faut que le sillet soit suffisamment bien réglé, bas, pour qu'il n'y ait pas un gros espace à la première corde. Pourquoi? Encore une fois, c'est mon sillet, la corde. Si la première frette est trop basse, quand je descends, j'ai un angle qui descend comme ça, et après la corde, elle repart. Donc vous voyez, j'ai un angle et ça repart. Ça va avoir des problèmes de justesse dans un premier temps, effectivement, infime mais toujours là, et surtout de difficulté à appuyer, puisque vous allez devoir exercer... Inversement, un sillet trop plat empêchera, ça frisera en tête de manche, et même en relevant l'action, enfin le manche comme ça réglera rien. Donc ça c'est très difficile à avoir déjà, il faut vraiment être bien réglé. Ensuite, il y a la courbure du manche. Théoriquement, il faudrait que le manche soit extrêmement plat. Mais, comme la corde vibre un peu en rond, il faut lui laisser un peu d'amplitude. C'est pour ça qu'on aime avoir un manche avec un tout petit, mais vraiment un très léger, une très légère courbe, quoi. Je veux dire, comme une petite cavité, très très légère. En fait, on dessert un tout petit peu le truss rod d'un manche plat.
La plupart du temps, on arrive à l'avoir en ayant non cordé un manche totalement plat, auquel la tension des cordes revient lui donner une toute petit peu de courbure, qui peut être corrigée plus ou moins selon le tirant de corde. Comment je le mesure? Je frette à la première case, ou alors, plus simple, je prends un capot, j'ai fretté donc la première case, j'appuie à la dernière case, et je regarde l'espace que j'ai à la 12e corde. J'ai quasiment à peine plus que ce que j'avais à la première. S'il y a trop, vous allez le voir. S'il n'y a pas assez, la corde elle sera bloquée. Elle fera rien. Voilà, j'ai vraiment... Donc là, je vérifie ça sur toutes les cordes. Si par malheur, j'ai pas le même espace sur toutes les cordes, ben j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, votre manche est possiblement vrillée. Voilà. Donc ça permet déjà d'un coup d'œil rapidos, vous achetez une guitare, de voir si votre manche est vrillée ou non. Voilà. Donc on est d'accord que j'ai déjà un sillet qui est proche, un manche qui est bien tendu, et après donc je descends l'action. Alors, si vous descendez l'action, ça ne va marcher uniquement avec un fretage parfait, puisque si la moindre frette a le malheur d'être un peu plus haute ou basse que sa voisine, eh bien ça va venir foirer la chose, et pour compenser, on sera obligé de lever les cordes pour avoir un angle plus important à la sortie de fret, et du coup limiter le frisottis. Il existe un outil peu cher, qui s'appelle un fret rocker. Voilà. Cet outil-là permet de vérifier, en fait ça se met sur 3 cordes, et si jamais la corde du milieu est trop haute, ça va rocker, il va y avoir un espace, donc ça vous permet de savoir. Mettez à cheval, et vous le passez. Voilà, sur 3 cordes, à différents endroits. Là, je suis à cheval sur 4 cordes, donc je passe au côté plus petit. Voilà, j'ai toujours rien. Quand j'arrive ici, je passe au côté plus petit. Vous voyez, là, j'ai un tout petit peu. Non, en fait, j'ai pas. J'ai pas, c'est parce que je mets un peu mon fret rocker comme ça. Mais il peut y avoir un tout petit peu. Voilà, et je contrôle donc tout le long du manche. Alors, un tout petit peu, c'est pas la mort, hein, c'est pas la mort, ça marche quand même. Mais s'il y a trop, effectivement, il va se passer qu'avec une frette trop haute, ça ne va pas fonctionner. Alors après, il existe un dernier outil qui, lui, vaut horriblement cher, hein, de chez Stumac, hein, tout chez Stumac vaut cher, qui est donc le copain du fret rocker, mais celui-ci est large et avec du diamant ici, qui permet donc, quand on isole une frette, de venir la niveler. Alors, c'est une opération qui mérite quand même une certaine dextérité parce que ça permet de le faire avec les cordes tendues. Et après, il faut relâcher la tension des cordes pour redonner la forme ronde à la frette que vous aurez limée. Donc il y a d'autres outils pour ça. Voilà. Je vous le montre comme ça, vous connaissez cet outil-là. Ça s'appelle un fret kisseur. Je ne vais pas vous mentir, ça vaut 120 balles, ça. Donc c'est extrêmement cher. Moi j'ai plusieurs guitares, j'ai vraiment une obsession pour les cordes basses, donc c'est quelque chose qui me sert. Donc j'ai fait l'effort d'investir là-dedans. Peut-être que si vous avez qu'une seule ou 2 guitares, ça vaut pas le coup d'acheter ça. Vaut mieux aller voir un luthier si vous avez vraiment une frette qui vous dérange en baissant l'action. Dernier élément très important. Si vous avez un chevalet de ce type-là, avec les pontées qui se règlent séparément, vous allez voir que c'est pas fait pour rien. Ça permet d'épouser la touche. C'est-à-dire que vous avez des cales à radius, vous avez des petites cales comme ça qui se trouvent partout, avec la taille du radius de votre manche, eh bien, vous le prenez pour régler l'angle. Parce qu'effectivement, si vous avez un angle plat et un manche radiusé, ça va encore rajouter du problème. Donc ça, c'est très important de suivre que l'angle qui a des petits pontés soit le même que celui de la touche. En multipliant tout ça, on arrive à descendre. Et pour arriver à des mesures comme en dessous du millimètre, comme avec cette guitare-là, sans que ça frise, sans que ça bloque, eh ben, c'est là où la vie est injuste. Ça passe par des guitares chères. Celle-ci a un fretage inox. La qualité de fabrication de la guitare est parfaite. Rien ne bouge, rien n'a de jeu, tout est parfaitement ajusté. Donc effectivement, quand on est rendu à chercher en dessous du millimètre des valeurs, ben, ça s'obtient malheureusement avec de la précision, et la précision c'est cher. Donc voilà pourquoi, en fait, certaines guitares peuvent atteindre un prix abusé et peut-être justifié, je sais pas, peut-être au bout d'un moment c'est trop.
Et enfin, certaines marques ont recours à ce qui s'appelle une machine qui est un plec. C'est une machine numérique qui vient calculer la tension des cordes, qui vient la donner derrière le manche, et vous avez un outil qui vient palper les frettes pour modéliser le manche, et après qui vient entièrement fretter le manche avec donc une petite fraise et les tailler parfaitement. Donc je crois, sans être sûr que sur les BFR c'est fait, je crois que c'est fait sur les Shure, c'est fait sur les Friedman et des choses comme ça. Thomann a une machine comme ça, il y a une prestation qui est proposée, je ne suis pas d'action chez Thomann, qui permet de faire ça, mais c'est une machine qui vaut, je crois, n'a jamais été renseignée, pas loin dans les 200-250 000 euros. Donc effectivement, vous ne trouverez pas ça chez le luthier du coin. Il doit y en avoir quelques-unes en Europe, voilà. Je pense que c'est quelque chose qui démocratisera, j'espère, parce que c'est vraiment un outil formidable. En attendant, c'est là aussi où on reconnaît un bon artisan. C'est quelqu'un qui est capable de vous sortir une guitare avec un fretage tellement impeccable que ce n'est pas l'outil qui vous impose à la hauteur des frettes, c'est votre manière de jouer. Dernier élément, les frettes basses ont une incidence sur votre jeu. Je vous explique. Pour avoir des frettes aussi basses, il est préférable, voire même fortement conseillé, de mettre des cordes avec un tirant plus fort. Ici, j'ai du 10-46. En fait, en tant que fan inconditionnel de John Petrucci, je ne vais pas vous mentir, c'est en voyant une vidéo du Guitar Tech de John Petrucci qui réglait donc les guitares au père John, que j'ai entendu les chiffres de ses actions et je me suis dit merde, moi je veux ça. Si je veux jouer comme Petrucci, je suis obligé d'avoir ça. Bon, ça marche pas comme ça en vrai, mais au moins laissez-moi y croire. Et effectivement, plus la corde est grosse, plus le tirant est gros, moins elle a besoin d'amplitude, enfin moins elle prend d'amplitude pour vibrer, donc moins elle a de chance de rencontrer la frette. Donc là on est sur du 10-46, je pense qu'effectivement en montant un tirant encore plus haut, je gagnerais à limiter la frise ou quoi que ce soit, et par contre il y a un problème, c'est pour les tirer. Parce qu'effectivement, il se passe quelque chose, c'est que, et c'est là où c'est votre confort, plus l'action est basse, plus les cordes sont donc près de la frette. Donc c'est-à-dire que quand vous frettez une corde, ça c'est les cordes, quand vous frettez une corde et que l'action est haute, elle s'enfonce comme ça, hein, les autres restent là. Donc effectivement, quand vous faites un bend, ben, le doigt il bloque sur la corde au-dessus et il la pousse. Et vous faites votre bend. Quand vous avez des cordes qui sont très plates et qu'elles s'enfoncent très peu quand vous appuyez, puisqu'il y a peu de gap air, quoi, eh bien c'est très peu. Du coup, les cordes en dessous vont avoir tendance à passer sous le doigt. Donc ce qui fait que quand vous faites un bend, vous récupérez l'autre d'en dessous. L'autre d'en dessous qui est frettée pour le coup. Donc elle est frettée là où si je la chope, elle ne l'est pas. C'est un paramètre hyper important dans le jeu, puisque ça va vous obliger à contrôler encore plus les cordes. Donc c'est déjà suffisamment compliqué parfois d'avoir à maîtriser tout ce bordel organisé. Si c'est pour en plus avoir à bloquer celle du dessous pour assurer. Voilà. Et il y a d'autres personnes aussi qui peuvent avoir ce problème de la corde qui rip carrément sur le doigt parce qu'elle manque d'accroche. C'est pour ça que un fretage jumbo ou carrément scalopé permet d'avoir des cordes plus basses et d'avoir de la marge pour que le doigt s'enfonce, chope bien la corde et que la corde ne rip pas. Hein, ça explique aussi un fretage jumbo par rapport à un fretage ultra plat. Moi, je n'arrive pas à jouer avec des guitares qui ont un fretage assez fin et plat avec des cordes très proches. Là, je suis emmerdé. L'exemple de celle-là, le kit basé sur une Fender, j'y arrive pas. C'est pour ça que ma préférence va sur ce genre de Musicman. Et à 90%, j'adore les Ibanez Prestige, ces choses-là, parce que justement, les frettes sont vraiment très grosses et très hautes. Et ça élimine ça. Mais ça a aussi à voir avec le jeu. Je vais vous faire une petite démo rapidos après, où je vais jouer un truc et je vais vous passer le son de l'ampli et le son de la capture de caméra pour entendre la guitare. Parce que effectivement, vous allez voir que on peut avoir peur quand on gratte la gratte et ça fait... Merde, ça me passe cette gratte. Oui, mais en réalité, je la joue pas comme ça. Quand j'ai un ampli, je la joue plus... Et là, je contrôle en fait tout ce frisottis. C'est-à-dire que je me discipline à ne pas attaquer, à avoir ce qu'il faut dans les attaques. Par contre, l'avantage, il est certain, c'est que
Tout est simple. Ça devient un clavier d'ordinateur, quoi. C'est des touches à appuyer, il n'y a aucune friction. Et là, le tirant de corde épais, en fait, il nous gêne que pour faire les bends. Il n'a aucune incidence à appuyer les cordes, elles sont tellement proches, elles sont, j'ai envie de dire, quasiment déjà appuyées, en fait. Donc là, tout pas. Voilà. Et effectivement, quand on veut perfectionner son jeu, c'est important, quand on veut gagner en vitesse, on comprend bien que moins on force, moins on a de distance à faire entre les choses, plus on gagne en vitesse. Effectivement, il y a un petit côté sportif là-dedans, c'est-à-dire qu'on permet d'optimiser. Alors, dans 99% des musiques souhaitées, il n'y a pas besoin d'optimiser. Moi, dans celle que j'aime, qui est donc un peu Shredder, comme on dit, ça fait partie des choses, et on voit souvent des jazzeux aussi pas trop forcés. Voilà, ça aide d'avoir une guitare bien réglée. Donc voilà. Je me suis permis de faire cette petite vidéo-là, c'était un peu court, c'était histoire de vous parler de cette action, des choses qu'il y a à retenir, voilà, des conseils où régler quand on veut vraiment descendre son action. Je vous ai donné aussi mon réglage exact, parce que c'est compliqué, je trouve, d'avoir les sources sur Internet. J'ai toujours galéré à voir, tiens, John, il est comment, il est à combien, lui, il est à combien. J'ai l'impression que c'est des mecs qui se gardent l'information comme s'il y avait quelque chose à cacher. En fait, il n'y a rien à cacher, voilà. Et moi, je sais, quand j'étais gosse, ça m'emmerdait Je voyais souvent les vidéos et j'avais l'impression que les cordes étaient super proches, et je me disais, merde, la mienne, ça va pas pareil. Et donc, voilà. Donc, si ça peut vous aider, c'est le but. Et là, je vous dis, je vais vous faire 2-3 petites notes, une petite intro, où je vais mettre le son de l'ampli et le son de la guitare unplug dans la pièce. Ça va vous permettre de rendre compte que, voilà, on n'est pas obligé d'avoir des cordes à 3 km pour avoir une guitare qui sonne juste et bien. Voilà. A plus, les gars. Et les girls.